Voilà, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va étudier les théorèmes énergétiques de base qui sont nécessaires pour pouvoir faire l'analyse de structure. Donc les acquis d'apprentissage au terme de ce chapitre sont représentés ici. Donc connaître les différents théorèmes pour les appliquer. Surtout un théorème essentiel qui s'appelle le principe des travaux virtuels et un autre qu'on va utiliser énormément, le théorème de la force unité, qui nous permet de calculer des déplacements, des rotations, des déplacements relatifs, etc., etc. Alors donc, dans les théorèmes, je vais essentiellement me présenter les choses en deux sections distinctes. La première concerne les corps indéformables, et puis quand on aura compris comment ça marche pour les corps indéformables, on pourra appliquer ça aux corps déformables. Donc en soi, on revoit ici tout ce qui fait partie des fondements de base d'un cours de mécanique. Alors, il y a plusieurs méthodes pour écrire qu'un corps indéformable est en équilibre. C'est illustré par cette magnifique sculpture ici de l'artiste Daniel Firman, qui représente un éléphant sur la trompe et qui pourrait être la configuration d'équilibre d'un éléphant à 18 000 km de la Terre. Alors, pour traduire l'équilibre d'un corps de manière plus pragmatique ou plus précise, on peut commencer par utiliser ce qu'on appelle l'énergie potentielle totale, H, grand H. Et l'énergie potentielle totale, c'est quelque chose qu'on peut écrire en fonction d'une coordonnée ou d'un paramètre qui décrit la configuration du système. Ok, exemple, si je prends une bille dans le fond d'un bol, c'est l'exemple le plus simple, eh bien, la bille peut se trouver à différentes positions. Soit elle se trouve dans le fond du bol, soit elle se trouve ici au milieu du bol, ou bien à un autre endroit qui pourrait se trouver là-bas. Et le paramètre x ici pourrait être une coordonnée de position angulaire ou en coordonnée polaire, ou bien pourrait simplement être la position de la bille paramétrée par une abscisse qui est mesurée à partir du fond du trou. Alors, en l'absence de force extérieure, on sait bien que la bille a tendance à minimiser son énergie potentielle, et l'énergie potentielle totale serait mgh, h étant la hauteur de la bille au-dessus d'un niveau de référence fixe, et qui est une fonction donc de l'abscisse x où on peut positionner la bille. Et donc, de manière générale, on verra même un petit peu dans la suite que cette énergie potentielle totale, elle peut être une énergie potentielle de type gravifique, mais elle peut être aussi une énergie potentielle qui inclut des déformations dans les structures. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour traduire un équilibre sur base d'une énergie ? En fait, si on se souvient que la dérivée d'une énergie représente une force généralisée et qu'on veut traduire l'équilibre des forces globalement, ou une force généralisée nulle, la dérivée de l'énergie potentielle totale est égale à 0, traduit l'équilibre. Et donc, si l'énergie potentielle totale est représentée par une fonction telle que indiquée ici, on pourrait se demander quels sont les points parmi A, B, C, D et E qui correspondent à des points d'équilibre. Alors, de toute évidence, le point C est un point d'équilibre. On comprend bien que si on fait l'analogie de la bille posée dans une cuvette, si on place une bille au fond de cette cuvette, effectivement, elle n'en bougera pas. C'est un point d'équilibre. Et puis, assez rapidement, si on interprète le point d'équilibre comme une position stationnaire ou un point stationnaire de l'énergie potentielle totale, on se rend compte que la dérivée de h est égale à 0 en chacun des points, et chacun des points est en réalité un point d'équilibre. Okay, il y a une petite différence, c'est que les 3 points d'équilibre ici au-dessus sont des points d'équilibre instables. Ceci, c'est un point d'équilibre stable, et le point A est un point d'équilibre qu'on va appeler neutre ou critique. On aura l'occasion d'en discuter dans un cours ultérieur qui s'intitule Analyse des structures 2, où on étudie la stabilité critique des structures. Ok. En attendant, qu'est-ce que nous on veut faire ici ? On veut simplement déterminer les configurations d'équilibre. Et toutes les configurations d'équilibre sont celles pour lesquelles la dérivée de h est égale à 0. Alors c'est assez simple. Pourquoi ? Parce que vous allez voir dans la suite que quand on étudie une structure à comportement linéaire, et quand on va a fortiori supposer donc, que l'équilibre peut être atteint dans une configuration qui est identique à la configuration initiale ou qui est très proche de la configuration initiale, la fonction h de x sera une forme quadratique. Donc là, on aura une parabole ou bien un paraboloïde quand il s'agit d'une fonction de plusieurs paramètres. Et donc, c'est-à-dire que l'équilibre, on l'obtiendra exclusivement dans un minimum de cette fonction-là. Alors, pour un corps qui est indéformable, l'énergie potentielle totale H
correspond en réalité au potentiel dont dérivent les forces extérieures. Et le potentiel dont dérivent les forces extérieures, c'est W. Et W, c'est quoi? C'est le travail qui est réalisé par les forces qui agissent sur le corps depuis une configuration de référence jusqu'à une configuration d'équilibre. Alors, une série de commentaires, c'est que le choix d'une configuration de référence est parfaitement arbitraire. Quand j'ai écrit MGH, je pourrais écrire plus delta H. Je décide simplement que l'énergie potentielle égale à 0 correspond à une certaine altitude ou à une certaine hauteur au-dessus du niveau du sol, par exemple. Je peux choisir cette hauteur de manière arbitraire. Pour quelle raison? Parce que la seule chose qui compte, c'est la différence d'énergie. Donc c'est le delta H entre deux états. Ou éventuellement la dérivée de H, quand on veut écrire l'équilibre, ce qui compte, c'est la dérivée de H. Donc si on ajoute une constante, cette constante évidemment disparaît. D'accord? Donc l'énergie potentielle est définie à une constante additive près, qu'on peut choisir de manière complètement arbitraire. Pour un système à 1 degré de liberté, on va écrire h de x. Donc h, l'énergie potentielle totale, est une fonction d'un paramètre x. Quand on a plusieurs degrés de liberté, c'est une fonction de plusieurs paramètres x que l'on pourrait stocker dans un vecteur. Donc j'utilise un symbole miniature gras pour indiquer que c'est un vecteur. Et quand c'est un système continu, c'est-à-dire un système avec un nombre infini de degrés de liberté, h devient une fonction d'une fonction. Donc c'est ce qu'on appelle une fonctionnelle. Et ça, je le note h en fonction de v. Ok, on a plusieurs exemples, juste pour fixer les idées, plusieurs exemples que j'utilise régulièrement dans le cadre de mes cours d'analyse. Un système à 1 degré de liberté pourrait être une barre infiniment raide, donc vous imaginez qu'elle ne peut ni s'étendre, ni fléchir, rien du tout. Et cette barre, elle est par l'intermédiaire d'un ressort en rotation, elle est liée au sol. Eh bien, quand elle se déforme, elle peut simplement tourner autour du ressort. Et la configuration d'équilibre, elle est parfaitement connue quand on connaît une seule quantité qui est cette rotation x. Si je prends deux barres similaires reliées par un ressort, donc en voilà une autre, on aura l'occasion d'étudier ces barres dans un cours de stabilité. Eh bien là, c'est la même chose. On peut traduire l'équilibre à l'aide de la fonction h, donc l'énergie potentielle totale, et la configuration déformée, elle est connue dès que x1 et x2, ces deux angles-là sont fixés, donc on pourrait les utiliser comme coordonnées généralisées ou comme coordonnées qui permettent de décrire la déformée. Et alors je pousse un petit peu plus loin, imaginons maintenant que la barre ne soit plus infiniment raide, mais potentiellement puisse être déformable. Eh bien je vais pouvoir exprimer la déformée de la structure à l'aide de la fonction v transversale de x, où x est une abscisse mesurée à partir d'une extrémité de la poutre. Ok, dans ce cas-là, on voit bien qu'on a un nombre infini de degrés de liberté. Pourquoi? Parce que pour tracer la configuration déformée de la poutre dans cette configuration-là, il faut que je connaisse les déplacements transversaux d'un nombre infini de points, infiniment proches les uns des autres aussi, d'accord, mais d'un nombre infini de points sur la hauteur de la poutre. Ok, et donc, on va voir comment les choses fonctionnent à 1 degré de liberté, à plusieurs degrés de liberté, et puis avec un nombre infini de degrés de liberté. Ok, alors on va prendre un petit exemple ici avec un système à 1 degré de liberté. On considère la position d'une bille qui se trouve de rayon R, qui se trouve dans une coupelle de rayon R plus R. Alors, étant dans une coupelle de rayon R plus R, la distance entre le centre de la bille et le centre de la coupelle est égale à grand R. Cette bille est soumise à son poids grand W, et la question c'est quelle est la configuration d'équilibre. Évidemment, s'il n'y a pas de force extérieure appliquée sur cette bille, en toute logique, on doit s'attendre à ce que la configuration d'équilibre elle est obtenue quand la bille se trouve au minimum de la coupelle. Donc il y a une force de contact, C, qui a priori est inconnue, mais quand on écrit l'équilibre, évidemment, on obtient W égale à C, et l'entièreté du problème est résolue. Alors, si on suppose maintenant que cette bille elle est soumise à une force F, ici horizontale, qui permet en fait à la bille de remonter le long de la paroi, et on pourrait se demander quelle est la configuration d'équilibre. Alors évidemment, par équilibre de force, on parle d'équilibre, donc par équilibre de force, on est capable de résoudre ce problème. Alors je voudrais juste vous démontrer que
L'équilibre de force, c'est très bien. Quand on a un système qui est un système discret comme une bille simplement au fond d'une coupelle, on peut écrire l'équilibre de force très facilement. Par contre, quand on a une structure en portique qui se déforme, avec des efforts et des contraintes qui se développent un petit peu partout dans la structure, c'est plus compliqué à faire et on va avoir besoin d'une approche plutôt de type énergétique. Okay, mais ceci dit, je vais utiliser le cas de la bille pour vous démontrer que ce qu'on va obtenir par équilibre, on est capable de l'obtenir aussi par une approche énergétique. Et donc ici, comment est-ce qu'on ferait pour résoudre le problème de manière simple par équilibre? Ça, on l'a vu dans un cours de base de mécanique ou bien dans un cours de base de physique. Il existe une force de contact qui est toujours normale à la paroi qui se développe ici. Okay, on suppose dans le cas présent qu'il n'y a pas de frottement à la paroi. Et donc, cette force de contact, elle est inconnue, mais obligatoirement, elle doit être inclinée selon cette direction-là, selon une direction qui, pour le moment, est inconnue, puisqu'on n'a pas encore déterminé la valeur de ce θ0 en fonction de la force F qui est appliquée. Ok, mais la somme des trois forces qui s'appliquent sur la bille doit être égale à 0 parce que la bille est en équilibre. Et donc, le F appliqué ici, plus le C dont l'amplitude vaut θ0, plus le W, doit former un triangle de force qui est fermé. Okay, et donc, on voit que si F est connu, W est connu puisque c'est le poids de la bille, bah, le θ0, okay, qui est l'angle ici à l'intérieur, on l'obtient simplement en disant que la tangente de θ0 est égale à F sur W, et donc finalement la configuration d'équilibre, ce sera arc tangente de F sur W. Ok, assez simple. Et si on veut calculer la force de contact a posteriori, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas obligé de déterminer le C d'abord, on dit que simplement c'est racine carrée de W carré plus F carré. F et W étant tous les deux connus, on connaît la force de contact. Problème résolu. Alors, nous, donc, comme je l'introduisais tout à l'heure, on voudrait bien utiliser une autre méthode, donc pas la méthode d'équilibre. Donc, ce serait une méthode basée sur l'équilibre des forces. On voudrait utiliser une méthode basée plutôt sur la notion énergétique ou l'approche énergétique. Alors, petite erreur de manipulation, voilà. Donc, comment est-ce que l'approche énergétique fonctionne? Elle va simplement nous dire qu'on va calculer l'énergie potentielle totale. L'énergie potentielle totale, c'est moins le travail des forces qui sont appliquées sur la bille. Et comment est-ce qu'on fait pour calculer les forces qui sont appliquées sur la bille? Entre la configuration initiale qui est donnée, par exemple, on va supposer que c'est celle-ci, et la configuration finale, on doit calculer le travail des forces finales. Comment est-ce qu'on fait pour calculer le travail des forces? On prend chacune des forces et on regarde de combien elle s'est déplacée et ce qu'elle a fait comme travail dans le mouvement. On peut peut-être le détailler ici ensemble. On va commencer comme ceci, décidément. On va donc dire que le travail... Je vais regarder de manière infinitésimale, avec un W rond pour indiquer le même W que ce W-là. Il sera égal au travail donc, de la force W dans un petit déplacement. Donc, je vais écrire, W est une force qui agit verticalement vers le bas. Donc, pour calculer le travail de cette force-là, il faut que je calcule le travail entre W et un déplacement vertical delta Y. Delta Y étant le déplacement de la bille entre deux configurations qu'on pourrait référencer θ et θ plus dθ. D'accord? Donc si je regarde la bille comme ceci, à une configuration θ, je la regarde ensuite, j'exagère évidemment un tout petit peu les positions, θ plus dθ, et bien là, que se passe-t-il? On a un mouvement, il est vers le haut, mais je le définis positivement vers le bas. Cette grandeur-là, c'est d delta y. Je vais le compter positivement vers le haut ici, et je vais le mettre avec un moins ici, pour indiquer que AW est positif, ici, AW est positif vers le bas, j'utilise un delta y qui est positif vers le haut, donc le travail apparaît avec un moins. Okay, on a la même chose pour la force horizontale F qui est appliquée, le déplacement entre θ et θ plus dθ.
correspond à un déplacement delta x. Ok, donc on doit avoir ici plus f d delta x. Et ensuite, on doit avoir plus c. Et alors, entre deux configurations, qui sont deux configurations voisines, le c est toujours radial. Donc, le petit travail qui serait réalisé par la force de contact, ben, c'est c fois l'augmentation du rayon. Ben, l'augmentation du rayon est égale à 0, parce que c'est une contrainte qu'on a appliquée. On a supposé que la bille se baladait à l'intérieur d'une coupelle parfaitement sphérique. Ok, donc c'est ça qu'on doit exprimer. Alors, on va simplement paramétrer le mouvement par l'angle θ, et il suffit d'exprimer x et y, ou delta x et delta y en fonction de θ. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Hop. Mais si on dit par exemple que la position x, ici, on a R là-bas, et Y, ce serait cette valeur-là, Y. Je me retrouve avec X. Donc si je fais R cos θ, c'est égal à Y. Et si je fais R fois le sinus de θ, c'est égal à X. Ok, donc la distance horizontale d delta X mesurée selon l'abscisse, la direction X, ben, ce sera simplement R cos θ dθ. Ok, donc d delta X, ce sera R cos θ dθ. Et d delta Y, ce sera dérivée du cos moins R sinus θ dθ. Ok, on voit bien que si θ augmente quand on est dans le premier cadran, donc tout ceci est positif, le delta x augmente. Donc si θ augmente, on passe de là à là, effectivement, delta x est bien positif. Et si θ augmente, le y qui se trouve ici, cette distance-là, diminue. Donc on a un moins. Okay. En revanche, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le d delta y qui est compté positivement vers le haut. Donc ce moins, je dois évidemment le faire sauter. Okay. Et donc le travail entre la configuration θ et la configuration θ plus dθ, donc dans le passage de ce θ à ce θ-là, il est donné par moins wr sin θ dθ plus fr cos θ dθ. Et donc si je veux calculer w, le travail total, w, ben ce sera donc l'intégrale dθ. Lorsque θ part de 0 et arrive à θ courant ou θ final, je vais le noter comme ceci, de moins w, le poids appliqué, fois r sinus θ, plus f r cos de θ. Alors la primitive du sinus, ça va nous donner le cosinus. Voilà, la primitive de moins sinus, ça va nous donner le cosinus de θ. À faire varier entre 0 et θ0. Donc on va obtenir ceci. Plus f r fois la primitive du cosinus, donc c'est le sinus, à faire varier entre 0 et θ0. Ok, et donc l'énergie potentielle totale s'exprime comme étant l'opposé de cette quantité, et donc on va retrouver WR fois 1 moins cos θ moins FR fois le sinus de θ. Et rien du tout pour la force de contact, on est content, elle a disparu. Ok, alors bon, vous voyez ici que le choix d'une configuration de référence est arbitraire. Ben, ici, j'ai simplement choisi que h de 0 est égal à 0, effectivement, parce que j'ai intégré de 0 à θ0, donc quand θ, la position angulaire courante, si vous voulez remplacer θ0 par θ ici, qui est la configuration angulaire courante, ben, quand θ0 ou le θ ici est égal à 0,
On a choisi l'énergie potentielle totale égale à 0. Ok, et alors si on représente cette fonction-là en fonction de θ, elle est représentée ici, en fonction de θ pour différentes valeurs de f. Alors quand f sur w est égal à 0, donc f est égal à 0, donc c'est comme si je n'avais pas le dernier terme là-bas, eh bien je retrouve cette fonction-là. Et cette fonction-là, c'est quoi? C'est 1 moins le cos de θ, qui vient ici, 1 moins le cos de θ. Et 1 moins le cos de θ, son minimum, il se trouve là-bas, c'est quand θ est égal à 0. Logique? Oui, évidemment. On sait bien que quand il n'y a pas de force extérieure appliquée, la configuration d'équilibre, donc c'est-à-dire le minimum de h, se trouve à l'abscisse θ égale à 0. Ok, et puis ensuite, pour des valeurs de f de plus en plus grandes, donc c'est-à-dire on pousse sur la bille vers la droite, on va retrouver l'énergie potentielle totale grand H, qui prend une forme comme ceci, et donc son minimum peut potentiellement se décaler vers la droite, et le minimum, à un moment donné, il arrive ici. Et donc pour calculer maintenant la configuration d'équilibre, qu'est-ce qu'on doit faire? On écrit tout simplement h' est égal à 0, et quand on dérive, on doit écrire la dérivée de tout ceci. WR1 moins cos, on le dérive, donc ça nous fait WR sin, moins FR fois le cosinus. Okay, et quand on dit que ça est égal à 0, on obtient la configuration d'équilibre, on simplifie par R, et on va donc trouver que tangente de θ0 est égal à F sur W. Génial, ça correspond à ce qu'on avait trouvé avant. Okay, donc c'est-à-dire qu'on a développé une autre méthode, elle a l'air un peu plus compliquée, mais au moins elle a d'application tout à fait générale, qui nous permet de retrouver le même résultat. Okay, alors soit dit en passant aussi, vous voyez qu'on a fait 2 fois des opérations qui sont fort les mêmes. On a d'abord écrit H en disant que c'est une intégrale, donc on a représenté l'énergie potentielle totale comme étant une intégrale, et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit simplement que la dérivée de H était égale à 0. Okay, donc c'est pas surprenant, bien sûr, de retrouver ici la même expression que l'expression qu'on avait intégrée là-bas. Et cette expression, c'est quoi? Eh bien, c'est un travail des forces qui sont appliquées au total sur le corps qu'on étudie, dans un mouvement infinitésimal, autour de la configuration d'équilibre. Donc là, on a un θ qui est quelconque. Par contre, ici, on va retrouver le θ qui est égal à θ0, puisque dès qu'on dit que ça est nul, le θ correspond à la configuration d'équilibre, donc θ0. Ok, donc pour écrire que la structure est en équilibre, il suffit de dire, admettons qu'elle soit dans un voisinage de sa configuration d'équilibre avec un θ0 ici, et calculons, c'est ce qu'on fait en réalité là-bas, calculons le travail des forces appliquées sur la structure dans un mouvement infinitésimal qui respecte les conditions limites, et on va exprimer que ce travail est égal à 0. En exprimant que ce travail est égal à 0, on traduit l'équilibre de la bille, du corps, de l'objet ou de la structure. Ok, donc en pratique, on a bien compris que c'est relativement fastidieux d'écrire h, surtout si c'est pour le dérivé. Donc bien sûr, on va s'économiser et on va écrire directement que la dérivée est égale à 0. On peut l'interpréter différemment. Une dérivée, c'est lié à une petite variation. Donc dire que la dérivée de h par rapport à x ou bien par rapport à θ, qui est le paramètre qui nous intéresse, à proximité de la configuration d'équilibre, nous dit que on est dans le voisinage du minimum et on écrit la stationnarité du point qui nous intéresse, h en fonction de x ou en fonction de θ, peu importe, revient donc à dire que si je regarde une petite variation de la configuration qui m'intéresse, je regarde une petite variation autour de la configuration d'équilibre, et bien dire que cette variation, cette dérivée est égale à 0, revient à dire que la petite variation de h est égale à 0. À delta θ arbitraire non nul, ça revient à dire que le delta h est égal à 0. Okay, et puisque delta H est égal à moins W, le travail des forces extérieures, ou le potentiel plutôt dont dérivent les forces extérieures, j'aurais peut-être pu écrire un T comme un travail ici, mais peu importe, c'est égal à 0. Donc delta H égale delta W égale à 0, c'est une condition nécessaire et suffisante pour traduire l'équilibre d'une structure. Okay, et donc ça traduit rien d'autre que le principe des travaux virtuels, donc pour un corps indéformable, en équilibre. Le travail virtuel qui est développé par les forces extérieures est nul pour tout déplacement virtuel qui doit être compatible avec les liaisons du système. Je ne vais pas encore expliquer précisément ce que c'était.
qu'on veut un travail qui soit compatible avec les liaisons du système. Et le principe de travaux virtuels s'écrit sous cette forme-là. Delta W est égal à 0. Alors, le mot virtuel, je pense, peut faire un petit peu peur, fait parfois un petit peu peur, parce qu'on se demande si c'est quelque chose qui est réel ou pas réel. Mais en fait, on dit justement virtuel pour montrer que ce n'est pas un vrai travail des forces. C'est un travail des forces incrémental ou infinitésimal qu'on peut observer dans un mouvement d'amplitude très petite, choisi de manière arbitraire. On peut le choisir de manière quelconque dans le voisinage de la configuration d'équilibre. Ok, et donc pour écrire l'équilibre d'un corps indéformable, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement paramétrer la configuration d'équilibre. On va dire que la configuration d'équilibre, c'est un θ0 a priori inconnu, mais qu'on va essayer de déterminer. Ensuite, on donne un déplacement virtuel ou bien un champ de déplacement quand il y a plus qu'1 degré de liberté. On donne un déplacement virtuel qui est compatible avec les liaisons du système. On dit qu'il est cinématiquement admissible. On dit que le déplacement doit être cinématiquement admissible. Ok, je vais détailler dans une seconde ce que j'entends par compatible avec les liaisons du système ou bien cinématiquement admissible. Il y a deux conditions. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On exprime tout simplement que le travail des forces qui sont générées dans ce petit déplacement est nul. Alors on met des adjectifs virtuels pour dire que le déplacement il est virtuel, donc ça veut dire qu'il est compatible avec les liaisons du système et il est typiquement infinitésimal, il est très petit. Et donc fatalement, le qualificatif virtuel, il vient avec le mot travail des forces, parce que les déplacements étant virtuels, quand on multiplie des forces réelles appliquées sur la structure dans la configuration d'équilibre par un déplacement virtuel, on obtient un travail qui est virtuel. Et donc l'équation qu'on obtient traduit l'équilibre du corps. Exemple, si je dis, on fait l'hypothèse que la bille est en équilibre à une configuration θ0 que je voudrais calculer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais imposer une petite variation de θ. Et donc je dis cette coordonnée θ, je ne la connais pas, mais je voudrais la calculer. J'incrémente θ de un petit delta θ. J'arrive ici. Pour ce petit delta θ, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer le travail des forces extérieures. Mais donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait juste avant. Donc les forces appliquées, il y a un W, il y a une force de contact C, et il y a une force extérieure appliquée F. Mais on voit bien que le travail des forces extérieures, c'est F. Alors quand on passe de θ à θ plus dθ, on a un delta x vers la droite, c'est celui qu'on a calculé tout à l'heure. Et le delta x vaut R cos θ delta θ. Ok, c'est simplement de la géométrie. Et on voit que le W qui agit verticalement est conjugué à un déplacement vertical vers le haut. Donc on a un moins W R sinus θ delta θ qui est l'amplitude de ce déplacement-là. Okay, et le C, lui, n'a pas de déplacement dans la direction de C, puisque le rayon reste constant. Okay, il suffit d'écrire ça, et vous voyez que directement, boum, on obtient θ0. Ok, donc au bout du compte, c'était peut-être un tout petit peu long au début, parce que j'ai pris le temps de détailler comment faire pour obtenir H, mais on se rend compte qu'en réalité, on n'en a pas vraiment besoin. Et le principe des travaux virtuels nous dit simplement, il suffit de traduire le fait que le travail des forces réelles, donc des forces qui sont réellement impliquées sur la structure, dans la configuration d'équilibre, lors d'un champ de déplacement qui est infiniment petit et compatible avec les liaisons du système, il suffit de dire que ce travail est égal à 0. Et si on fait ça, on a assez rapidement une équation qui traduit la configuration, qui détermine la configuration d'équilibre. Alors, donc, qu'est-ce que je veux dire par compatible avec les liaisons du système ou bien cinématiquement admissible? Cinématiquement admissible, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, d'une part, que les matériaux restent continus, et d'autre part, que les conditions limites sont satisfaites. Et donc, si je reprends l'exemple de ma bille ici, si on dit que la bille se déplace dans une coupelle qui est donnée, infiniment rigide, dans la configuration d'équilibre, je dois trouver une configuration d'équilibre comme ça. Et donc, autour de cette configuration d'équilibre, je dois imposer des déplacements virtuels qui sont cinématiquement admissibles. Et donc, je dois varier θ, et je dis θ devient θ plus delta θ, ou moins delta θ, peu importe. Mais de la configuration initiale, les seules configurations que je peux prendre sont des configurations voisines. Et donc, la bille se trouve un tout petit peu avant, ou la bille se trouve un tout petit peu après.
Ben, en aucun cas, je ne peux imaginer que le rayon change. Ben, je ne me trouve plus avec un système à 1 degré liberté ici, je l'ai changé. D'accord? Donc si on garde le contact, on doit garder le contact, ça fait partie de la donnée ou de l'énoncé du problème. On ne peut pas avoir de pénétration non plus. La bille étant supposée indéformable ne peut pas se déformer, elle ne peut pas se casser en deux non plus. Okay, donc ici, dans l'exemple d'une structure à 1 degré de liberté, bah, évidemment, on n'a pas énormément de choix. La bille étant paramétrée à une position θ0, quand on augmente ou quand on diminue θ, bah, on va se retrouver avec une position angulaire juste avant ou bien juste après. On peut avoir un petit coup d'œil tout de suite sur ce que ça voudrait dire quand on étudie des structures plutôt continues, un peu plus compliquées. Si on a une structure initiale qui ressemble à ceci et une configuration d'équilibre déformée sous l'effet d'une sollicitation appliquée, donc si j'applique une charge uniformément répartie ici sur la traverse de ce portique, eh bien, je vais me retrouver avec une colonne qui fléchit ici un peu vers la gauche, je vais me retrouver avec la poutre qui fléchit, et puis la colonne de gauche qui fléchit également. Eh bien, si je veux trouver un déplacement virtuel cinématiquement admissible, eh bien, je dois imposer des petits déplacements autour de cette configuration d'équilibre déformé, qui devient maintenant la configuration en gris, en trait gris là derrière. Eh bien, je dois imposer des petits déplacements autour de cette configuration d'équilibre. Un petit déplacement vers le haut, un petit déplacement vers la gauche, etc. Alors, on peut avoir des exemples de déplacements virtuels qui ne sont pas cinématiquement admissibles, et on peut essayer de comprendre pourquoi. Celui-ci n'est pas cinématiquement admissible parce que je ne respecte pas les conditions d'appui. On a un encastrement, donc là, on doit continuer d'avoir une tangente verticale. Okay, chose que j'avais bien ici. Celui-là n'est pas cinématiquement admissible, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas un respect de la continuité du matériau. Là, on a un angle droit. Okay, donc là, dans le portique, on a une connexion parfaite entre la colonne et la poutre. Donc si ici, on a un angle droit, on doit conserver l'angle droit dans la déformée. Okay, dans la déformée que j'ai choisie ici, avec l'angle droit est conservé dans la déformée. Ce n'est pas le cas ici, donc celui-là n'est pas cinématiquement admissible. Ouais, là, c'est encore pire, parce qu'il y a une discontinuité dans le matériau, donc c'est clair qu'on ne respecte pas la condition d'appui non plus. Ok, donc pour pouvoir appliquer le théorème des travaux virtuels, ou le principe des travaux virtuels, il faut obligatoirement que le champ de déplacement virtuel qu'on choisit, pour calculer delta W, il faut absolument qu'il soit compatible avec les liaisons du système, et aussi qu'il conserve la continuité de la matière. Sinon, on ne peut pas l'appliquer. Alors, il me reste juste une petite chose à faire, c'est que je viens d'expliquer comment tout ça fonctionne avec un corps indéformable. Je voudrais maintenant essayer de détailler un petit peu plus, et expliquer comment faire pour calculer le travail des forces extérieures, que je note ici delta W, quand potentiellement on peut avoir une structure qui peut être un peu plus compliquée qu'une bille dans le fond d'un puits. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? De manière générale, quand on a un problème qui est un problème qui pourrait être non linéaire, on va se retrouver avec une loi qui relie une position du point d'application de la sollicitation avec l'amplitude de la sollicitation, une loi qui pourrait être non linéaire comme ceci. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se trouve dans le voisinage de la configuration d'équilibre. Donc, si ici, je dis que ça, c'est delta 0, la configuration d'équilibre, ou en tout cas donc le déplacement du point d'application de la force F, il pourrait y en avoir plusieurs des forces, je parle d'une seule, donc son déplacement à L depuis une configuration initiale 0 jusqu'à l'application de la force F qui nous intéresse et pour laquelle on voudrait déterminer la configuration d'équilibre, eh bien, si on a une trajectoire qui est une trajectoire comme celle-là, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient simplement la courbe qui se trouve ici. Elle est non linéaire. Dans la plupart des cas qui nous intéresseront, nous, plus tard, cette relation-là, elle est linéaire. Mais c'est simplement pour vous indiquer que les théorèmes dont on parle sont des théorèmes d'application tout à fait générale. Et donc, on part de cette configuration delta. Et qu'est-ce que le théorème des travaux virtuels nous dit ? Vous devez calculer un travail. Donc, c'est le produit entre la force réelle, qui est la force appliquée, F, et le déplacement, l'incrément de déplacement, delta, ou d delta ici. Et ça représente le travail de la force virtuelle. Ok, et donc c'est lui qui doit au total s'annuler quand on fait la somme des contributions de chacune des forces. Alors évidemment, s'il n'y a qu'une force, c'est facile, c'est égal à 0, donc s'il n'y a qu'une seule force appliquée sur la structure,
dW est égal à 0, donc ça veut dire que ça étant arbitraire, ça veut dire en fait on doit se trouver dans le voisinage de l'origine, puisque la surface est égale à 0. Ok, mais en réalité, il n'y a pas qu'une force, il y en a plusieurs. Il y a au minimum les réactions d'appui, et puis éventuellement les forces appliquées qui font en sorte qu'on peut avoir plusieurs termes ici qui se compensent. Okay, et donc, chacun de ces termes s'exprime comme ce que je viens d'exprimer ici. Okay, alors donc pour être plus général, il y a un autre concept, mais qu'on n'utilisera pas énormément, c'est le concept de travail complémentaire. On met une petite étoile ici au-dessus pour indiquer que c'est complémentaire. Et travail complémentaire, c'est quoi ? Ça représente un travail aussi, sauf que cette fois, au lieu de paramétrer la configuration d'équilibre en fonction d'une position comme ici, on va paramétrer la fonction d'équilibre en fonction d'une force appliquée. Et donc c'est un peu comme si on écrivait plutôt W de F. Donc vous voyez, le travail complémentaire dépend d'une force appliquée, alors que le travail des forces extérieures dépend de la configuration delta. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir que le travail au total, le travail est représenté par la surface sous la courbe, et le travail complémentaire est représenté par la surface au-dessus de la courbe. La somme des deux est égale à F fois delta, c'est la surface du rectangle, et beaucoup plus important, quand on a une structure dont le comportement est linéaire, les deux sont égales. Okay, et donc on ne fait pas la distinction entre les deux, c'est très facile. Okay, alors comment est-ce qu'on fait pour calculer le travail d'une force à partir d'une configuration d'équilibre donnée ? On peut prendre l'exemple qui est ici en haut à droite pour commencer. Si je prends une poutre sur deux appuis qui est soumise à une action F, une force appliquée en travers, la poutre va se déformer comme le trait gras qui se trouve là-bas. Autour de cette configuration déformée que je voudrais calculer, que je voudrais déterminer, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux imposer un petit déplacement delta, okay, sur l'entièreté de la longueur. Donc ça, en fait, c'est une fonction de x, mais sa valeur à l'endroit où la force est appliquée, elle est représentée par le symbole delta. Et pour calculer delta W, le travail de cette force extérieure appliquée, delta W, ce sera simplement égal à F fois delta. Alors ici, en réalité, on ne peut pas juste écrire delta W égale à 0 parce que le corps n'est pas un corps indéformable. Vous voyez que la poutre ici s'est déformée, donc on travaille avec un corps déformable. On verra un petit peu plus tard comment faire pour déterminer la configuration d'équilibre dans ce cas-là. Je suis juste en train de discuter ici la manière de calculer le delta, donc le travail des forces extérieures. Alors, si la force appliquée n'est pas perpendiculaire à l'axe de la poutre, avec un déplacement qui est mesuré dans une direction perpendiculaire à l'axe de la poutre, par exemple comme ceci, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit simplement calculer une projection, donc c'est la force multipliée par le déplacement, multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux, le cos de alpha, ça vous connaissez vos cours de physique. Vu d'une autre manière, ça s'écrit sous la forme d'un produit scalaire, donc F transposé delta, composante par composante. Si c'est une charge par unité de longueur, donc si c'est une force par unité de longueur, donc PS, qu'est-ce qu'on va faire ? On va intégrer le déplacement delta de S, qui est une fonction de S maintenant ici. On va l'intégrer de A à B, les deux abscisses qui représentent le début et la fin de la zone concernée, et on va simplement intégrer cette quantité. De nouveau, je l'écris directement sous forme d'un produit scalaire, dans l'hypothèse où le déplacement delta et la sollicitation P ne sont pas dans la même direction. Alors le dernier cas de figure, c'est celui où on a un moment. Quand on a un moment extérieur qui est appliqué, c'est par exemple ici on a un moment extérieur appliqué sur cette poutre et qui la fait remonter, pour calculer le travail associé à ce moment, qu'est-ce qu'on fait ? On doit simplement multiplier le moment, m, par la rotation de l'extrémité de la poutre. Okay, on peut vérifier qu'au niveau unité, on est bien cohérent. Si on prend F, ce sont des newtons. Le déplacement delta, ce sont des mètres. On obtient des newtons fois mètre. Et effectivement, des newtons fois mètre, c'est bien une énergie. Si on fait un produit entre un moment appliqué en newton fois mètre et une rotation en radian, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas d'unité, on se retrouve bien avec les unités d'une énergie. Ok, donc de manière globale, on peut retenir que delta W est obtenu comme une somme de toutes les contributions qui viennent de toutes les sollicitations appliquées sur la structure qui nous intéresse. Ok, un petit exemple encore plus précis. Imaginons qu'on ait une poutre ici sur 3 appuis. Elle est appuyée, ça c'est un appui à rouleau, un autre appui à rouleau.
elle est soumise à une charge uniformément répartie P, une charge concentrée F, ici à mi-travée, et un moment à l'extrémité de droite. Ça, c'est le moment de flexion dans cette poutre qui correspond à ces sollicitations-là. Vous voyez, on retrouve un moment avec une courbure ici vers le haut, qui est cette courbure-là. On voit un moment négatif maximum sur l'appui, avec une courbure vers le bas. Et un peu particulier, ici, on a un moment qui est non nul sur l'appui, mais ce qui est logique, parce qu'on a appliqué un moment à cet endroit-là. Okay, et donc là, on retrouve un moment avec une courbure vers le haut. Et la courbure change bien de signe à chaque fois qu'elle passe par 0 ici. Et donc, admettons qu'on connaisse la configuration déformée et qu'on a envie de calculer simplement le delta W dans un champ virtuel qui est choisi autour de cette configuration d'équilibre. D'accord ? Donc la configuration d'équilibre est représentée par le trait bleu qui est là-bas. Et le delta V, c'est un delta V que je choisis de manière arbitraire, il est petit, et il est appliqué autour de la configuration d'équilibre, et il me donne cette nouvelle configuration-là. Et je voudrais calculer le delta W qui est associé à ce delta V. Alors pour delta V, vous voyez, c'est indiqué ici. Je choisis quelque chose qui est donné par delta 0 fois le sinus de pi s sur L, avec S, la petite curviligne, mesurée à partir du bord de gauche. Donc ça veut dire que quand S est égal à 0, delta V est égal à 0, il n'y a pas de modification. Même chose quand S est égal à L, et même chose quand S est égal à 2L. Ok, donc j'ai un champ virtuel, qui est un champ virtuel qui satisfait bien les conditions limites, parce que le déplacement additionnel que j'ajoute au début vaut 0, que j'ajoute au milieu vaut 0, et que j'ajoute à la fin vaut 0. Alors pour le représenter précisément, vous voyez bien que dans la première travée, le sinus entre 0 et pi est positif, donc là j'ajoute un déplacement, et là par contre je soustrais un déplacement, donc je le réduis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc on satisfait bien les conditions limites, première condition. Deuxième, est-ce qu'on satisfait bien la continuité de la matière ? Ben oui, parce que delta V est quelque chose qu'on peut dériver. Donc on peut le dériver, la matière est bien continue. On est dans le cadre d'application du principe des travaux virtuels. Et donc si on veut calculer une représentation, tiens ici by the way, du delta V de S. Donc si on veut calculer delta W maintenant, comment est-ce qu'on fait ? On prend chacune des contributions des sollicitations qui sont appliquées sur cette structure et on doit les multiplier par le déplacement correspondant. Donc F ici, vous voyez que F qui agit positivement vers le bas, lui va travailler avec un déplacement delta 0 vers le haut, donc moins F delta 0. Le P, dans la première travée, est associé à des déplacements qui sont tous systématiquement positifs et qui correspondent à un sinus. Donc je dois intégrer sur la longueur sur laquelle P est appliqué, donc c'est-à-dire pour S allant de 0 à L, je dois appliquer P qui potentiellement pourrait dépendre de S, mais ici ce n'est pas le cas, multiplié par le déplacement delta V de S, c'est-à-dire delta 0 fois le sinus de pi S sur L. Okay, et ça, si on le calcule, c'est P delta 0 que je sors de l'intégrale, il y a L sur pi, il y a le moins cos de pi S sur L, qu'on doit faire varier entre L et 0. Ok, et donc ça va nous donner, je suppose, P fois delta 0 fois L sur pi, multiplié par le moins cos de pi. Donc ça fait moins 1, donc ça fait 1, moins, donc plus, le cos de 0, 1, donc plus 2, donc ça fait fois 2. Ok, et on retrouve donc bien le terme qui est représenté ici, 2 sur pi delta p l. Et ensuite, finalement, on a quoi ? On a le travail de m. M, c'est quoi ? M, son travail, c'est le moment fois la rotation. Alors, vous voyez bien que la rotation ici, elle est dans le sens négatif, si on parle d'un sens trigonométrique, donc elle est dans le sens horloger, alors que le moment m est positif, il est appliqué dans l'autre sens, donc on va avoir un moins m fois cette rotation, et cette rotation, on peut la calculer. Comment est-ce qu'on calcule une rotation ? C'est une pente, donc si je dérive v par rapport à s, je vais obtenir delta 0 fois pi sur L, dérivé du sinus, c'est le cos de pi s sur L, et moi je m'intéresse à cette quantité-là, quand S est égal à 2L.
Pourquoi 2L? Parce que c'est l'endroit où M est appliqué. Et donc ça veut dire que la rotation ici, à l'extrémité, je vais remplacer S par 2L. Donc on a le cosinus de 2pi, ça vaut 1. On calcule une rotation, elle vaut delta 0 fois pi sur L. Et cette rotation, elle est comptée ici positivement dans le sens horloger. M étant appliqué dans l'autre sens, ça vient avec un signe moins. Et donc on va se retrouver ici avec moins pi delta 0 fois M sur L. Ok, alors je pense que dans les notes de cours, vous trouverez cet exemple qui est détaillé davantage, avec une relation entre P0 et M. M et P0 sont exprimés en fonction du F, ce qui vous permet de calculer numériquement cette grandeur-là. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on parle de l'utilisation on parle de l'utilisation du théorème ou du principe des travaux virtuels et on l'applique d'abord à des corps rigides. On peut se demander, mais comment est-ce que ça pourrait être utile dans le cadre de l'analyse d'une poutre déformable ou dans le cadre de l'analyse d'un portique déformable comme ceci? Effectivement, non, c'est un petit peu trop tôt pour le faire. Par contre, il y a un cas d'application qui est vraiment, vraiment très, très utile. C'est celui du calcul des réactions d'appui pour des poutres isostatiques. Ok ? Pour quelle raison est-ce que c'est utile ? Parce que tout simplement, si je retire une des réactions d'appui, une structure qui au début est isostatique devient hypostatique. Donc ça devient un mécanisme. Exemple, une poutre sur deux appuis comme ceci est isostatique. Je mets un appui à rouleau à gauche et un appui fixe à droite. Si je décide de retirer l'appui à rouleau parce que je m'intéresse à la réaction R, je voudrais la déterminer sous l'effet d'une sollicitation F qui est appliquée à une distance alpha L, L étant la travée. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai transformé cette poutre isostatique en un mécanisme. Et si c'est un mécanisme, eh bien c'est un corps rigide, puisqu'un mécanisme n'a pas le droit de se déformer au sens des déformations. Donc on ne va pas générer de epsilon. Okay, on ne va pas générer d'epsilon. Et donc, une structure simple isostatique peut être transformée en une structure hypostatique en réalisant ce qu'on appelle une coupure simple. Donc, c'est-à-dire qu'on va relâcher une seule quantité. Et notamment ici, vous voyez que la seule quantité que j'ai relaxée ou relâchée, c'est la composante verticale de la réaction à l'appui de gauche. Et donc, ça veut dire que, puisque la structure, maintenant, elle est indéformable, au sens des déformations, et je vais pouvoir appliquer le principe des travaux virtuels, comme on vient de le voir, dans cette structure-là. Ok, et donc comment est-ce que ça va fonctionner ? Voilà l'exemple que je voulais traiter, qui est fort similaire à celui qu'on a là. On va libérer tout simplement la réaction inconnue. La structure devient un mécanisme, comme je viens de l'expliquer, exactement comme la bille. On va ensuite positionner le mécanisme dans la configuration initiale, qui est la configuration qui nous intéresse. Et ensuite, on va exprimer la réaction inconnue pour que la structure soit en équilibre dans cette configuration-là. Okay, c'est un peu ce qu'on a fait avec la bille en quelque sorte, puisque la bille, on l'avait mise dans le trou, on l'a positionnée ici. On avait dit, il y a une force F qui va positionner la bille à un angle θ0. Et on s'est posé la question suivante tout à l'heure, c'est quelle est la valeur de θ0 connaissant, je vais mettre ici given F. Okay, on pourrait dire maintenant autre chose. On pourrait dire quelle est la valeur de F qui nous permet d'atteindre un θ0 donné. Et c'est exactement cette deuxième approche qu'on va suivre ici. Je vais prendre l'exemple tout de suite. Comme ça, je prends l'exemple tout de suite, comme ça on verra exactement de quoi on parle. Alors je vais prendre le premier exemple ici, qui est cette poutre sur deux appuis, qui est soumise à une charge F, à une distance alpha L. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le calcul de la réaction d'appui qui se trouve à l'extrémité de droite. R. Ok, donc qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire en fait que cette poutre n'est pas cette poutre, mais je vais dire tout simplement que c'est comme une espèce de manifestation de cette poutre que j'ai coupée, elle a été coupurée,
Et ça, c'est un mécanisme. Donc cette poutre, elle est hypostatique. Alors évidemment, cette configuration d'équilibre-là n'existe pas, et surtout quand elle est soumise à une force comme ceci. Pourquoi ? Parce qu'elle aura tendance à tourner, et elle va se positionner assurément dans cette configuration-là. Exactement comme la bille, elle devrait se trouver au fond du trou en l'absence d'une force, mais la bille ne peut pas se trouver au fond du trou lorsque j'applique une force extérieure. Okay ? Exactement de la même manière ici, la poutre ne peut pas se trouver dans cette configuration-là lorsque j'applique une force extérieure. Okay ? Par contre, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, la configuration de la poutre, elle est connue, je vais la positionner avec un angle θ. Je pourrais dire, cet angle-là, je vais le mesurer ici, et je vais dire que ça, c'est θ0. Je ne vais pas faire ça, je vais prendre beaucoup plus facile. Je vais dire que l'angle θ, c'est l'angle entre l'horizontale et la position de la poutre. Donc, en fait, c'est 0. Donc, le θ0, si vous voulez ici, je le fixe à 0. Et je dis tout simplement, quelle est la valeur de la force F qui est appliquée à l'extrémité ? Je vais appeler R ici parce que c'est une réaction. Quelle est la valeur de R qui me permet de maintenir la poutre dans cette configuration-là ? Exactement comme ici, quelle est la valeur de la force F à appliquer qui me permet de positionner la bille à un angle θ0 par rapport à la verticale. Ok, et donc pour y arriver à ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplement considérer que ce mécanisme ou cette structure hypostatique se déforme. Elle doit se déformer absolument, je dis déformer, mais pas une déformation au sens des déformations epsilon. Elle doit se déformer absolument en restant rectiligne, mais par contre, elle peut tourner autour de l'appui de gauche, puisqu'il n'y a plus d'appui à droite. Et donc, je pourrais simplement lui donner une rotation unitaire ici, en disant, je vais appliquer un angle ou une petite rotation delta θ, plutôt que de dire unitaire, enfin, elle est arbitraire. Et je vais calculer le travail des forces qui sont appliquées, et je vais dire que si vraiment elle est en équilibre dans la configuration horizontale, alors le travail doit être égal à 0. Ok, alors le delta θ, je pourrais le choisir de manière à ce qu'on ait une amplitude ici à l'extrémité, donc qui vaut, si l'angle est petit, ce sera delta θ fois la longueur. Ça, je pourrais l'appeler C, L ou peu importe. Souvent même on dit que c'est 1, on dit que c'est unitaire parce que c'est petit et on peut tout diviser par la même quantité. Et vu que c'est la première fois qu'on joue, je vais écrire A. Okay, donc c'est égal à ce delta θ fois L est arbitraire. Et donc le travail de R, c'est quoi ? R est positif vers le haut et se déplace vers le haut. Donc ce sera R fois ce déplacement-là A. Et la force appliquée F, elle est positive vers le bas. Par contre, le point se déplace positivement vers le haut. Donc F, si j'utilise le théorème de Thalès, je vois que le déplacement vertical vers le haut ici est égal à alpha fois grand A. Donc je dis que delta W est égal à 0, principe des travaux virtuels, et donc je trouve que la réaction R est égale à alpha fois F. Logique ? Oui, la réaction ici, c'est alpha fois F, et la réaction ici, c'est 1 moins alpha fois F. La somme des deux est égale à F, c'est-à-dire la force appliquée. Ok, donc évidemment, on aurait pu l'obtenir de manière simple par équilibre, mais on a une approche énergétique ici qui est beaucoup plus générale. Alors vous voyez que le 1 dans l'histoire là-bas, il s'est simplifié. Donc c'est-à-dire que j'aurais pris 1 ou j'aurais pris n'importe quoi d'autre, ça fonctionnait aussi. Alors ce qui est un petit peu gênant, c'est que quand on prend 1 au lieu de A, on a l'impression que le déplacement potentiellement peut être grand. Mais ce qui n'est pas le cas en réalité. Si on écrit 1, on peut le faire. Moi, je ne vais pas me fâcher si vous le faites. Beaucoup de personnes le font, dans la pratique même. Mais si on met 1 là-bas, il faut quand même bien garder à l'esprit que ce n'est pas 1 mètre ou une centaine de mètres ou 1 centimètre. C'est une quantité unitaire, mais qui est supposée être malgré tout arbitrairement ou indéfiniment petite. Elle est arbitraire, mais infiniment ou indéfiniment petite. Ok ? Alors, on peut faire la même chose dans l'autre sens. On prend une poutre, ou pour l'exemple suivant, on prend une poutre qui est encastrée libre, donc elle est encastrée à son extrémité de gauche. Je m'intéresse au moment d'encastrement là-bas. Et la sollicitation, c'est une charge uniformément répartie, dont l'intensité vaut P. Ok, qu'est-ce que je vais faire ? Je m'intéresse au moment. Et donc je vais dire quoi ? Je vais dire en fait cette poutre,
c'est exactement comme si je vais relâcher le moment, donc je transforme l'encastrement en une rotule. Donc cette poutre, c'est comme si c'était une poutre rotulée qui est soumise à la charge uniformément répartie P et à un moment d'encastrement M à déterminer. Et ce moment, il est déterminé pour que quoi? Mais il est déterminé pour que le travail des forces extérieures, je vais choisir delta positif vers le bas, tiens, pour changer ici, pourquoi pas. C'est juste pour clarté de représentation. Vu que c'est arbitraire, c'est comme la bille, on peut le faire aller dans un sens ou dans l'autre. Je vais choisir delta θ ici. Donc ça veut dire qu'à l'extrémité, je vais rester complet et je vais écrire de nouveau delta θ fois L. Et je voudrais que le travail delta W soit égal à 0, parce que c'est encore rigide. Et donc, autour d'une configuration d'équilibre, le travail doit être égal à 0. Et donc, je vais écrire simplement que delta W, c'est égal à quoi? Il y a le moment qui est positif et qui est appliqué dans le sens trigonométrique. Et le déplacement, la rotation, par contre, vous voyez, elle est positive, mais dans le sens horlogique. Donc là, il va y avoir un moins. Donc ce sera M, moins M fois la rotation au niveau de la rotule. Combien vaut la rotation? Delta θ. Et ensuite, je vais calculer plus. Et donc, chaque petit élément ds ici se déplace d'une certaine quantité qui va avec. Et donc, je vais calculer cette intégrale-là. Donc, l'intégrale de 0 à L ds, la longueur, de la force qui est appliquée. Donc, PdS, c'est la force appliquée, fois le déplacement correspondant. Et le déplacement à l'abscisse S, si je la mesure à partir de l'extrémité de gauche, le déplacement, il vaut 0 à l'extrémité de gauche, et il vaut delta θ fois L à l'extrémité de droite. Donc en fait, le déplacement, c'est rien d'autre que delta θ fois S. Ok, donc ça vaut 0 quand S est égal à 0, et quand S est égal à L, ça vaut L. Ok, et donc on va trouver quoi? Moins M delta θ, plus P que je peux mettre en évidence, delta θ que je peux sortir de l'intégrale, et il me reste la primitive de S. Ça veut dire S carré sur 2, donc L carré sur 2. Donc, le moment M est égal à P, L carré sur 2. Logique, je pense que vous le savez. On a le droit, si on veut calculer le moment d'encastrement, de remplacer la charge uniformément distribuée par une charge concentrée qui vaut P fois L, à une distance L demi, et donc on retrouve quelque chose qui est tout à fait logique. Ok, alors on peut prendre le troisième exemple. Pour le troisième exemple, on peut faire la même chose. Entraînez-vous avec le troisième, je crois que c'est un bon exercice. Je vais le faire pour 1, par exemple. Je voudrais déterminer la valeur de la réaction à gauche. Alors, si je veux déterminer la valeur de la réaction à gauche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais libérer la réaction à gauche. Donc, je vais transformer l'appui. Puisqu'il n'y a pas de réaction horizontale, on le voit immédiatement ici, l'équilibre horizontal nous dit qu'il n'y a pas de réaction horizontale. Donc, si je libère l'appui à gauche, il ne me reste rien du tout. On a une rotule ici au milieu. Et on a un appui à droite là-bas. Okay, bon, pour les poutres sur 2 appuis, pour les poutres rectilignes, je dessine les appuis à rouleau comme des appuis simples, ça ne change pas quand il n'y a pas de réaction horizontale. Alors on a une force verticale F3 ici, F2, on a une force verticale F1 ici, et on va avoir une réaction verticale R là-bas. Ok, donc même chose, on va imposer un mouvement de corps rigide, et vous voyez que puisque c'est un mécanisme, les barres ne peuvent absolument pas fléchir, elles doivent rester droites, et donc la seule manière de satisfaire les conditions limites, c'est d'avoir une déformée comme ceci. Ok, et donc compte tenu des angles et des longueurs, on a l'angle delta θ, delta θ, delta θ, et donc si on veut calculer la réaction à gauche, là on comprend qu'on commence à avoir un tout petit peu d'intérêt à utiliser la méthode. Je vais simplement faire R multiplié par le déplacement qui est vertical et qui va dans le même sens, et qui vaut delta θ fois L. F1 se déplace vers le haut alors que F1 va vers le bas. Donc j'écris moins delta θ fois L demi. Le F2 se déplace vers le bas, plus
F2 d'une quantité delta θ fois L. Ok, c'est de la géométrie tout simplement. Ça, c'est le delta W. Et c'est égal à 0. Donc R est égal à, je peux simplifier par delta θ L. R est égal à F1 sur 2 moins F2. On a trouvé la réaction à gauche, c'est R1. Ok, on peut faire la même chose pour calculer R2, pour calculer R3. Je vous invite à le faire dès maintenant. Calculer R2, calculer R3, et une simple vérification, par exemple, une fois que tout ça est terminé, ben, ce serait de vérifier que R1 plus R2 plus R3, la somme des charges la somme des réactions est bien égale à F1 plus F2. Ok, si ce n'est pas le cas, évidemment, on s'est trompé quelque part parce qu'on n'a pas une structure qui est en équilibre. Alors, encore une ou deux toutes petites remarques. Donc, quand on a une structure à 1 degré de liberté, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il suffisait d'écrire une et une seule fois l'existence d'un point stationnaire. D'accord ? Donc, si je remonte un tout petit peu dans ce qu'on a fait, on a écrit que la dérivée de h était égale à 0. Et donc, on a choisi un champ arbitraire en perturbant la configuration d'équilibre par un champ déformé. Et on a écrit le delta W est égal à 0. Si on veut faire la même chose maintenant avec une structure qui aurait 2 degrés de liberté, en fait, il faudrait écrire 2 perturbations. Donc ceci, c'est un exemple d'une structure à 2 degrés de liberté. Il faudrait choisir 2 perturbations et écrire 2 fois le principe des travaux virtuels. On obtiendrait ainsi 2 équations dont les 2 inconnues sont delta 1 et delta 2, les 2 déplacements qui nous intéressent. Si on avait une structure à un nombre infini de degrés de liberté, on devrait utiliser une forme qui est une forme variationnelle pour obtenir le même résultat. On aura l'occasion de le faire un petit peu plus tard. Ok, et donc, exemple, si on avait une bille non pas dans une coupelle en 2D, mais plutôt en 3D, donc dans une coupelle réellement hémisphérique, il faudrait simplement, pour calculer la configuration d'équilibre de la bille soumise à une force Fx et à une force Fy, on devrait écrire que la dérivée de l'énergie potentielle totale par rapport à x et par rapport à y, les 2 dérivées sont égales à 0. Et ça nous donnerait 2 valeurs, ou enfin 2 équations, dont les 2 inconnues sont x0 et y0, les coordonnées de la position de la bille dans le plan. Ok, donc 1 degré de liberté, une équation, 2 degrés de liberté, 2 équations, ça doit rester logique. Ça va ? Donc à ce stade-ci, ce que je vous invite à faire, c'est terminer de faire ce petit exercice-ci. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans les notes de cours, donc dans le syllabus. Il y a plus d'explications, il y a 1 ou 2 exercices supplémentaires, et il y a une séance de TP qui va suivre avec plus d'exercices supplémentaires. Voilà, merci pour votre attention. On attaque dans la vidéo suivante la même chose, mais pour les corps déformables.